Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Salomé Gasselin, bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'un disque qui est absolument envoûtant, qui s'appelle Le Récit. Vous êtes à la viole de gambe. C'est un disque paru pour le label Mirare qui tourne autour de la viole, bien sûr, mais aussi de l'orgue, du clavecin, ce qui est très inattendu en fait. Vous dites dans le texte qui accompagne ce disque, c'est en entendant un orgue que vous avez eu cette idée. Exactement. C'était à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le sud de la France, que j'ai entendu cet orgue français, quasiment pas touché depuis l'époque. Bon, il a été restauré évidemment, mais il n'a pas évolué comme les autres orgues ont évolué dans les villes plus riches. Et ce son de l'orgue français, ça m'a complètement bouleversée. Je ne savais pas que j'aimais l'orgue. J'ai vraiment découvert une passion pour l'instrument du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, et pour le répertoire qui l'accompagne. Et ma surprise a été encore plus grande quand j'ai découvert une pièce pour orgue, qui s'appelait Allemande pour l'orgue, ou le clavecin, et 3 viols si l'on veut. Et j'ai compris qu'en fait, le répertoire pour clavier était aussi pouvait être joué à la viole de gambe et au consort de viole de gambe. Donc j'ai fait quelques recherches, et j'ai choisi un peu les pages qui me parlaient le plus pour les transcrire pour ce disque. Alors vraiment, ce disque, c'est un itinéraire d'une construction particulièrement admirable. En fait, c'est quoi ? Vous avez enregistré les pièces d'abord, puis construit a posteriori, ou alors vous aviez déjà l'idée de la construction en enregistrant tout le disque ? Alors non, j'ai pensé la construction pendant 2 ans avant l'enregistrement. Et après, en enregistrant, je me suis rendu compte que certaines pièces peut-être pouvaient être plus intéressantes au début. J'avais pas vraiment décidé de l'ordre exact. J'ai construit 4 suites, en fait, comme dans les livres d'orgue français, donc des suites par ton. Je savais pas quelle suite allait inaugurer le disque, mais bon, j'avais quand même une petite idée. Et la première pièce du disque, donc, qui commence par une note à l'orgue. À l'orgue, oui, justement, on est très surpris parce qu'on acquiert un disque consacré à la viole de gambe et c'est l'orgue qui ouvre ce disque. Exactement. J'avais un peu envie qu'on s'attende à Britney Spears, mais c'était non, mais c'est pour la blague, parce que vraiment, j'avais envie de surprendre et du coup d'être directement dans le récit par la surprise. Avec cette première pièce, avec ce son qui fait parfois, quand j'ai des amis qui l'ont passé chez eux, ça fait trembler la chaîne, et ça j'adore. Mais c'est ça, on a l'impression du début de 2001, l'Odyssée de l'espace. Enfin, c'est très étonnant, ça pourrait être un disque de musique contemporaine. Bon, exactement. Après, on part sur cette pièce de Jacques Boivin, Récit grave, puisqu'il y a un premier chapitre, pièce en ré, puis pièce en mi sol, pièce en la, et on revient des pièces en ré. Alors vous avez parsemé ce disque de pièces de Marin Marais, pourquoi ? Pour quand même donner des repères à l'auditeur. Ça c'est vrai que ça pouvait être un argument auquel j'ai pensé. C'était aussi parce qu'avant de faire ce disque et avant de découvrir la musique d'orgue et de clavier en général du XVIIe siècle, j'avais une pièce notamment de Marin Marais qui s'appelle Les Voix humaines, qui est un grand tube de la voix a une grande importance, on va en parler. Exactement. Donc déjà, la voix et c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé et qui continue de me travailler dans ma recherche à la viole de gambe. Mais c'était, en fait, pour être très honnête, c'est ma professeure à Lyon, Marianne Muller, quand j'étais élève, qui un jour a dit, je crois, je pense, je ne sais même pas si elle s'en souvient, mais que les voix humaines, ça pouvait aussi être... Enfin, si elle doit quand même s'en souvenir. Les voix humaines, ça fait référence peut-être au jeu de l'orgue. Parce qu'au XVIIe, il y a un jeu qu'on tire. Et c'est le jeu des voix humaines. Et c'est un jeu qui tremble. Et Marais, dans cette pièce, il cherche toutes les dissonances qui peuvent faire trembler et vibrer vraiment les notes entre elles. Et donc, j'ai fait un peu une sorte de combo de pièces de Marin Marais qui font référence à l'orgue. Où
à la musique ancienne du XVIIe siècle, comme la pavane dans le goût des anciens compositeurs de luth. D'ailleurs, Salomé Gosselin, puisqu'on évoque beaucoup la voix et votre disque évoque beaucoup la voix, vous citez, puisque vous avez rédigé le texte qui accompagne ce disque, et vous dites, enfin j'ai adoré cette phrase, après avoir passé en revue tous les instruments, vous parlez de Mersenne, il explique pourquoi la viole est la plus légitime dans cette quête. Il dit « Les passages que l'on exécute sur la viole sont la vraie image de la disposition de la voix. Ceux qui ont, oui, d'excellents joueurs et de bons concerts de viole savent qu'il n'y a rien de plus ravissant après les bonnes voix que les coups mourants de l'archet qui accompagnent les tremblements qui se font sur le manche. Parce qu'il n'est pas moins difficile d'en décrire la grâce que celle d'un parfait orateur. Il faut les ouïr pour les comprendre. » C'est magnifique cette phrase. C'est tellement beau. Alors c'est énigmatique un peu aussi pour nous parce qu'on cherche ces coups mourants de l'archet. Oui, justement, c'est tellement beau ces coups mourants de l'archet. Mais comment les expliquer en fait ? Il faut les ouïr pour les comprendre. Non, mais il y a vraiment quelque chose comme ça dans l'articulation de l'archet et la recherche de sons un peu fantasmé puisqu'il est loin, mais il nous parle aujourd'hui, mais il est quand même assez loin, ce son de la viole 17e. Mais oui, c'est toute l'articulation, et une articulation donc particulière, mais liée à la résonance de l'instrument qui est immense. Et je pense que c'est vraiment, on pouvait entendre du texte avec... À l'époque, moi je cherche encore à le faire, j'y arrive pas, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai. C'est vous qui le dites. Mais vraiment, j'aimerais pouvoir parler comme je vous parle là aujourd'hui. Mais ce que je trouve incroyable, c'est... Alors vous, au départ, vous avez étudié le violon et vous avez eu un coup de cœur pour la viole à l'âge de 10 ans. Mais c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que cet instrument, vous parlez de cet instrument du XVIIe siècle, il résonne comme ça chez une jeune fille de 10 ans. Vous avez un choc émotionnel. Au départ, vous avez cru que c'était un violoncelle. Oui. Mais je trouve ça extraordinaire qu'un instrument comme ça, qui soit aussi daté et lié à des époques, puisse trouver une résonance comme ça chez un enfant. Oui. Enfin, je vous cueille à froid. Non, mais c'est bien parce que c'est encore l'émotion, elle est encore là, parce que quand j'entends la viole, je suis vraiment... Il y a quelque chose qui m'attire et qui me touche, quoi. J'ai les larmes aux yeux, en fait. C'est vraiment un son qui... Je sais pas comment expliquer, ça n'a rien à voir avec le violoncelle, le violon, l'alto, enfin avec d'autres instruments à cordes. En fait, c'est ce son-là, cette résonance qui fait vibrer quelque chose en moi, je sais pas trop quoi. Même temps, oui. Vous appartenez à une génération, nous on est une génération bien antérieure, où la viole a été révélée par des Jordi Savall ou des noms comme ça, qui ont été presque des révélations, qui a été un peu le Pablo Casals de la viole. Vous êtes arrivé 30 ans après, à une époque où justement cet instrument tant lié à des temps anciens était revenu sur le devant de la scène. Exactement. Donc vous avez une autre vision en fait. Et puis à 10 ans, je pense que alors, le son, la matière son, c'est vraiment ce qui m'a complètement fascinée, parce que c'est le jour où j'ai décidé d'arrêter le violon, enfin le jour où j'ai dit à ma professeure de violon j'arrête, c'est fini, c'était donc à la fin de l'année. Mais c'est quoi ? C'est parce que c'était un instrument qui vous touchait pas autant que vous attendiez ? Très honnêtement, je pleurais après chaque cours de violon, parce que c'était pas peut-être pas le grand amour aussi, mais oui, c'était un peu douloureux comme apprentissage, et donc j'étais tellement ravie de claquer la porte. Et en fait, je me suis fait bien rattraper. Je suis tombée sur ce son. Et là, j'ai découvert... Donc, je suis rentrée chez moi. J'en ai parlé à la maison. On ne savait pas trop ce que c'était. Mais il y avait Excusez-moi de vous interrompre. Vos parents sont musiciens Ma mère fait de la flûte traversière. Et mon père écoute beaucoup de musique. Il n'est pas musicien. Oui, donc ils n'étaient quand même pas dans un milieu fermé non, à la musique. Non, pas du tout. Par exemple, il y avait un disque de viole de gamme qui traînait à la maison. Donc, je l'ai écouté en rentrant chez moi. Et puis... J'ai écouté beaucoup de musique ancienne, et tout de suite, il y avait une affinité avec le répertoire, et je ne sais pas comment à 11 ans ou 10-11 ans on peut vraiment l'expliquer. Ma mère écoutait beaucoup de Bach à la maison. Oui, mais Bach, il a très peu composé pour la viole. C'est vrai, mais c'est un répertoire qui est quand même pas très éloigné. Et finalement, dans les airs des passions... Oui, c'est ça, il les a utilisés, mais pas en soliste. Il les a utilisés à des moments un peu clés, comme si je peux me permettre. Il y a la mort du Christ dans les deux, enfin, la Saint-Jean et la Saint-Matthieu, c'est la viole de gamme. Donc c'est ce son aussi si spécial, qui devait aussi l'être
à l'époque. Bon, après, quand Bach l'utilise, c'est vraiment un son qui est déjà un peu passé, qui fait référence à un certain archaïsme. Mais et après, il a composé des sonates, et puis il connaissait Abel. Enfin, il était en lien avec des violistes quand même. Oui, Abel, qui est le grand nom de la viole de gambe. En Allemagne, oui, c'est le répertoire solo qui est incroyable. Oui, il y a les sonates de Bach pour viole de gambe et clavier, effectivement. Ouais. Mais je parlais d'instruments solistes. Oui, c'est vrai que c'est pas... En Allemagne, à cette époque-là, c'est un peu les dernières... disons, enfin, il y a... L'instrument est pas... C'est pas... l'instrument le plus fashion. Alors, vous faites publier ce premier disque pour le label Mirare. Vous auriez pu débuter par un disque justement avec un répertoire plus lié à la viole de gambe, comme Abel ou d'autres. Et vous choisissez de jouer avec d'autres. Alors, des merveilleux musiciens, je vais les citer. Il y a Mathias Ferré, Andreas Linos et Corinna Metz qui sont également à la viole de gambe. Emmanuel Arakelian, organiste, et Justin Taylor au clavecin. Donc là, c'est vraiment de la pure musique de chambre. On sent que vous aviez envie de partager ce premier disque avec des musiciens que vous aimez. Un récit collectif. Non, déjà, c'est le consort de viole de gambe, c'est... Alors le consort pour les auditeurs, c'est-à-dire 3 violes de gambe qui jouent ensemble, c'est un terme anglais au départ. Le consort, en fait, le concert de viole de gambe, on dirait en France, c'est le consort en Angleterre, mais on a gardé l'appellation consort. C'est l'équivalent du quatuor, en fait. Et d'ailleurs, en fait, les premiers quatuors à cordes, ils puisent un peu leur source dans le consort de viole de gambe. Et vraiment, moi, mon idéal, c'est d'avoir un consort comme... comme le quatuor, comme un quatuor moderne, quoi. Puis, parce que donc on peut jouer avec le consort, on a toutes les tailles d'instruments. On a le dessus de viol qui serait l'équivalent du violon dans le quatuor moderne. Ensuite un alto de viol, un ténor de viol, une basse de viol. Et donc ces instruments jouent ensemble et ont un répertoire immense, très peu exploré. Et donc pour moi, pour ce disque, c'était, comme c'est la musique qui me parle par-dessus tout, c'était inévitable d'avoir du consort et aussi d'être avec ces musiciens qui m'entouraient, qui sont des amis, des gens que j'ai rencontrés dans mon enfance, dans mes études, lors de mes concerts. Et c'est des musiciens qui font qui je suis aussi aujourd'hui, et je voulais pas faire un premier disque toute seule dans mon coin. Oui, parce que c'est un premier disque, ça revêt toujours une importance très particulière, en fait. Et puis c'est un investissement qui est tellement énorme. Je sais, par exemple... 2 ans de travail, vous dites. Oui. Et alors, il y a une chose, on en parlait hors micro, moi, que j'adore aussi dans ce disque, j'adore tout. Excusez ma rude franchise, mais alors, il y a une photo... quand on ouvre ce disque, la photo de la pochette qui est très belle, mais il y a une photo où on vous voit... c'est très mystérieux comme photo. En fait, on vous voit en repos face aux manches admirables de votre viole. Alors, je crois que c'est ça, c'est celle que vous venez d'acquérir. Exactement. Cette basse de viole Simon Bongars de 1653. Exactement. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est magnifique. Cette partie de la viole. Et vous la contemplez. Et en même temps, on ne sait pas si vous êtes au repos ou si vous réfléchissez. Enfin, elle est vraiment étonnante, cette photo. Je trouve que c'est un très, très beau portrait à la fois de vous et de la viole. Oui, je l'aime particulièrement aussi. C'est une photo donc, de Robin Davis, qui est un ancien photographe de mode qui a tout plaqué dans les années 90 pour faire des photos de musiciens. Et c'est un artiste... Des musiciens classiques, donc, exclusivement, ou aussi des musiciens... Surtout musiciens baroques, en fait. Il est complètement dingue de musique ancienne. Et bon, il fait des portraits. Il fait pas que des portraits, il fait aussi de la photo d'art. Mais il a un parti pris assez... Par exemple, au début, je l'ai appelé pour lui dire: est-ce que tu peux faire un portrait de moi pour le disque? Et il m'a dit: non, c'est impossible, Salomé. Si je fais un portrait de toi, ça serait moi, en fait. Parce qu'un portrait, c'est comme un autoportrait. Si je te prends en photo, c'est quasiment moi que tu verras, c'est pas toi. Donc je préfère te prendre... à la volée lors de l'enregistrement. Et cette photo dont vous parlez, qui est juste à côté de l'objet disque, c'est une photo d'un moment d'enregistrement. Je pourrais pas trop vous dire lequel parce que tout se mélange et puis on révèle pas les secrets d'enregistrement. Mais c'est vrai que elle est très suggestive. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses avec cette photo, je trouve aussi.
Alors, on parlait du répertoire de disques, ça s'ouvre. En fait, c'est que des organistes. À part Marin Marais, les musiciens, les compositeurs qui sont sur ce disque sont des organistes. Exactement, organistes, claveciniste aussi. Enfin, à l'époque, ils jouaient l'orgue, le clavecin. Mais oui, en fait, je crois que j'ai été un peu attrapée par l'orgue et sa musique. Et oui, c'est un hommage en tout cas au lien entre la viole et l'orgue. Ce qui est très étonnant, Salomé Gosselin, quand on vous entend parler, c'est que vous dites que vous êtes tombée amoureuse de la viole quand vous aviez 10 ans par hasard. Après, vous avez entendu un orgue par hasard. Il y a beaucoup de hasards qui vous amènent à ce récit. Exactement, mais c'est ça qui fait le récit. Et je pense que c'est des rencontres, évidemment, avec des sons, avec des personnes, avec des instruments. Mais j'ai un peu l'impression que tout me tombe dessus un peu de manière inattendue, et puis j'accueille ça avec beaucoup de plaisir, parce que c'est souvent des surprises. Et pour le coup, l'orgue, je m'attendais vraiment pas à écouter de la musique d'orgue, et même mes amis qui me connaissaient avant et qui me disent: mais qu'est-ce que tu fais? Il est admirable, cet orgue, il a un son incroyable. Oui. Il ouvre ce disque, on disait, ça a été difficile de le choisir pour ce disque. J'en avais plusieurs en vue. Il y avait beaucoup de contraintes, parce que la première, c'était de pouvoir enregistrer dans l'espace avec l'orgue et en tribune, en fait. Donc là, déjà, il y a beaucoup d'orgues qui me plaisaient, qu'on n'a pas pu aller... avec lesquels on n'a pas pu... C'est compliqué matériellement. C'est ça. Et soit on était trop proche de l'instrument, donc pour la prise de son, les sons de l'orgue et la viole n'allaient pas pouvoir être assez distincts. Donc en fait, on a fait des visites d'orgue avec Emmanuel Arakelian, l'organiste de ce disque, et Hugues Deschaux, le preneur de son, et qui faisait la direction artistique sur ce disque. Et on a choisi ensemble l'orgue de Saint-Ursanne en Suisse, qui est un orgue incroyable aussi, qui avait l'avantage d'être, bon ça c'est un peu technique, mais d'être accordé au même diapason que la viole en 415. Parce que selon les orgues, ils ont pas tous accordé à la même hauteur. Et celui-ci était accordé, je schématise, mais à la même hauteur que ma viole. Donc et si ça n'avait pas été le cas, ça aurait compliqué le... J'aurais dû désaccorder ma viole. Ah oui. Bon, bah écoutez, on est heureux que ça soit passé comme ça. Alors, en fait, c'est vous qui avez arrangé, ou je sais pas, vous n'utilisez pas ce terme-là. Si, c'est arrangement, c'est des arrangements. En fait, vous avez pris des parties d'orgue et que vous avez... alors, c'est pas vraiment de la transcription. C'est ça, c'est un peu délicat, parce que c'est entre l'arrangement et la transcription. Moi, j'aime bien dire que je n'ai fait que démêler le fil des voix, parce que, en fait, je prends la partition et... Alors, il y a des partitions plus évidentes que d'autres. Il y a des partitions, il y a 4 parties... on sépare les parties, on les donne aux instruments. Et après, il y a des partitions où on va donner les parties aux instruments, mais il va manquer... il faut un peu reconstituer pour que ça fasse quelque chose, un objet cohérent. Donc voilà, là, il y avait un peu de réécriture à faire, mais finalement, pas tant que ça. Alors, c'est un disque, à la fois, il y a une grande vérité musicale, et en même temps, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a une authenticité, puisqu'en fait, vous avez transcrit. En même temps, il y a une grande vérité, parce que quand on entend cette musique, on a l'impression d'être au cœur des œuvres. Oui. Et en même temps, vous avez fait, vous, femme du 21e siècle, la transcription, Salomé Gosselin. Oui. Alors, peut-être que ma question, je m'égare un peu. Non, pas du tout. Mais vous rejoignez une vérité de cette musique tout en ayant fait votre propre travail d'adaptation. À l'époque, c'est mon intuition. Après, je ne suis pas musicologue, mais... je pense qu'à l'époque, c'est quelque chose qu'ils ont fait et qu'ils ont pu faire. Et donc vous avez essayé de retrouver ce chemin Alors, en m'inspirant en fait de ce chemin, j'ai choisi moi les pièces qui me parlaient le plus aujourd'hui. Et c'est aussi ça le récit, ce sont du passé, mais aujourd'hui, et ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Et comment ça s'est passé, le choix des partitions? Vous êtes allé de bibliothèque en bibliothèque? Alors oui, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai lu un peu aussi donc j'ai écouté beaucoup pendant quelques 3-4 ans, j'ai écouté essentiellement de la musique pour clavier. 17e siècle. Donc je commençais un peu à être rodée. Nicolas Gigot, enfin des illustres inconnus dont j'avais jamais entendu parler. Grigny, qui est pas dans mon disque hélas parce qu'il n'y avait pas la place, mais bon, je pense qu'on pourrait faire
je me suis dit après, je vais faire un récit 2, puis un récit 3, et puis parce qu'il y a vraiment tellement de musique. C'est pas nous qui nous en plaindrons, Salomé Gosselin. Mais est-ce qu'il y a des œuvres que vous avez trouvées, des manuscrits, et puis après vous avez essayé de les adapter, et puis ça marchait pas? Oui, il y en a eu. J'ai fait des transcriptions et j'étais tellement fière et tellement contente, et on les a essayées avant l'enregistrement. Et on s'est dit, ah mais ça marche pas du tout. Et du coup, j'ai dû en changer de plan ou en trouver d'autres. Et oui, c'était un travail un peu de tâtonnement, je dirais. Et par exemple, le choix des tempi ou des intonations, ça c'est vous en fait. Comment vous retrouvez, en plus avec des compositeurs qui sont très différents, enfin tous français de l'époque de Louis XIV, mais comment vous avez choisi et vous en êtes arrivé aux tempi qui sont sur ce disque? C'est vrai que dans la musique ancienne, en fait, on a peu d'indications marquées sur la partition, même si elles sont, en fait, à l'époque, on les marquait pas parce qu'elles étaient connues de tous, donc il n'y avait pas la nécessité de les marquer. Et puis aussi, ça coûtait cher. Il y avait toute l'industrie autour, mais pour la gravure. Mais c'est une musique, en fait, c'est des pièces de danse. Derrière cette musique d'orgue, on retrouve des formes en fait, qu'on connaît très bien dans la musique, par exemple, de viol seul ou de viol avec basse continue, avec des suites de danse. Et donc, en faisant des parallèles, on peut retrouver quelque chose qui pourrait se rapprocher en tout cas quelque chose d'à peu près cohérent. En tout cas, pour nous, sur le moment, quand on le joue, on trouve ça cohérent. Après, on se dit, ah mince, j'aurais dû faire ça plus vite. Ou, voilà, mais et puis, c'est des choses qu'on fait à 6. En fait, c'est pas moi qui ai imposé des tempi. On a travaillé, on a cherché ensemble, on a fait des choix ensemble. Ce disque, moi, je le trouve merveilleux. Je dois certainement pas être le seul, Salomé Gosselin. Mais je trouve qu'il y a des perles parmi les perles. Il y a cette pavane de Henri Dumont que je trouve absolument bouleversante. Et il y a des moments comme ça, on est cueilli par des musiques. Bon, tout est très beau, mais il y a des moments particuliers où on est complètement cueilli par l'émotion dans ce disque. Ça me touche. C'est vrai que cette pavane, c'est une pièce qui est dans un recueil qui s'appelle le manuscrit Bohain, qui est un recueil qui est une sorte de bible de musique pour clavier 17e, avec plein de compositeurs différents. Donc ça m'a permis aussi d'explorer plein de compositeurs que je connaissais pas. Et c'est des pièces pour clavecin qui peuvent être jouées à l'orgue. Et ce qui est drôle, c'est que Henri Dumont était dans la région de Liège, si je me trompe pas, à un moment de sa vie. Et on a enregistré juste à côté, à Bolan, dans une petite église juste à côté de Liège. Donc on n'était pas très loin de lui au moment de l'enregistrement. Et ouais, c'est une pièce que j'aime beaucoup. C'est pas ma préférée, mais... Ah, pardon, non, elle est très très belle. J'aime beaucoup aussi. J'ai pas voulu vous choquer. Moi, elle m'émeut particulièrement. Vous dites que vous avez travaillé durant 2 ans sur ce projet, mais en même temps, vous participez, vous jouez avec des ensembles constitués, comme l'ensemble Jupiter ou d'autres. Vous jouez aussi... là, vous avez joué récemment avec l'ensemble Pygmalion. Oui. J'espère que je ne m'égare pas. Non, pas du tout, donc, c'est ça. Tout au long de vous avez joué beaucoup de Bach parallèlement. Donc, oui. Tout au long de ce projet, et ça fait comment vous arriviez à chaque fois à sortir de ce projet qui vous hante tellement Et c'était un accouchement un peu douloureux, parce que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, et j'avais envie que ce soit à la hauteur de ce que j'entendais dans ma tête, et donc c'était dur, et oui, c'est toujours enrichissant en fait, ça me permet de jouer avec des ensembles comme Jupiter, Pygmalion, Ratas, oui, puis en Belgique. Vous êtes musicienne, quand on vous propose de travailler, exactement, mais surtout dans les ensembles aussi intéressants. Mais ça me faisait des bols d'air, en fait, où je pouvais aller faire une musique, et puis après me replonger dans ce projet où je cherchais, je creusais, je construisais, je détruisais, et du coup c'était bien de pouvoir ne pas sortir de ce chemin, ce long chemin. On va justement, à propos de chemin, aller vers un autre chemin, Salomé Gosselin, puisque notamment le 2 juin prochain, vous jouerez dans le cadre de ce festival La Cité de la Haute-Voix à Vézelay. Oui.
avec Fiona McGowan, qui est une merveilleuse musicienne. Alors ça, c'est un tout autre projet. Exactement, ça c'est encore un peu secret, mais on a un projet avec Fiona autour de la chevelure. On a... Je ne sais pas à quel point je peux vous en parler sans... non, mais je ne voudrais pas mais je peux que vous vous dire dévoiliez rapidement... des choses qui sont encore à l'état de projet. Mais comme il est officiellement annoncé ce concert, c'est pour ça que je me suis permis d'en parler. Non, bien sûr. On cherche à faire de la musique française du XXe siècle avec un consort de viol de gambe et une voix. Comme un quatuor moderne en fait, mais avec un consort, puisque comme on disait tout à l'heure, le consort et le quatuor partagent beaucoup de choses, et comme on peut faire les fantaisies de Purcell avec un quatuor moderne, je ne doute pas que la chanson il n'y a pas de raison que ça n'aille pas dans l'autre sens. Exactement. Aussi. Ça nous permet de nous révéler à nous des œuvres qu'on connaît. Moi je rêve de faire la pavane de Fauré, un consort de viol de gambe, ça c'est un grand que tube. Vous pourriez transcrire vous. Exactement, comme j'ai fait en fait pour ce disque. Et donc, quand même, c'est un projet qui autour de la chevelure, puisqu'ensuite, on a derrière la tête une idée de création scénique. Oui, c'est ça. De création scénique. Donc, grâce aux cheveux, on réunit plein de musique et des sujets qui nous passionnent. C'est un magnifique thème. Alors, bien sûr, on pense tout de suite à Mélisande. Mais ça, c'est presque un cliché, mais c'est tellement sublime. Comme musique, mais c'est vrai que c'est une idée et puis c'est des compositeurs, donc Debussy, Reynaldo Hahn, Poulenc, qui se sont beaucoup inspirés de textes du XVIIe, des textes de Théophile de à Cloris ou d'autres. Voilà. Et du coup, il y a vraiment... Quand moi j'entends cette musique, je sais pas... C'est un pari, encore une fois, que peut-être ils essayaient de penser une musique, parce que c'est vrai que l'écriture est assez différente quand même, mais peut-être un peu quelque chose d'archaïsant pour eux, et du coup le son d'un consort de viol de gambe ici aurait sa place. Et au niveau de la création contemporaine, est-ce que vous en êtes à un stade où vous proposez de la création d'œuvres Et j'en ai fait un peu lors de mes études, et j'adore ça. En ce moment, je n'en fais pas assez. Je lance un appel. Oui, il faudrait que vous suscitiez des œuvres contemporaines. Mais j'ai travaillé avec un compositeur qui s'appelle Philippe Goutte-Noir, que j'aime particulièrement, qui a écrit des pièces sublimes, et peut-être qu'un jour je pourrai les enregistrer, j'espère. Et alors, vos études pour le violon, ça vous a servi quand même après pour jouer la viole de gambe, Salomé Gasselin? Oui, donc j'ai fait du violon entre mes 6 et mes 10 ans, quelque chose comme ça. 4-5 ans de violon, 5 ans je crois. Et déjà j'avais une pratique de l'archet, donc j'ai pu avancer assez vite au début. Et ensuite pour le dessus de viole de gambe, qui est la plus petite, l'une des plus petites violes de gambe, c'est assez pratique puisque c'est des doigtés qui sont les mêmes que ceux du violon. Alors vous parlez d'archet, justement, alors... Vous jouez à la fois sur cette basse de viol, Simon Bongard, c'est votre coup de cœur, et puis en même temps, vous parlez beaucoup de Judith Kraft, qui est cette luthière aussi, qui vous avez conçu un instrument. Exactement. Judith Kraft, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais 15 ans, et qui m'a accompagnée tout au long de mon parcours, et qui est une sorte de phare dans mon parcours à la viole. Et... elle m'a fait ma première viole quand j'avais à l'époque 17 ans, mais elle m'en a prêté une avant quand elle m'a entendue. Donc elle m'a vraiment aidée à avancer, et parce qu'à partir du moment où j'ai eu ces violes, j'ai avancé très très vite. En fait, les défauts ne venaient pas de l'instrument mais de moi, donc voilà. Mais alors les luthiers qui aujourd'hui créent des violes de gambe, ils ont suivi quel itinéraire? Parce qu'il y a eu un moment où, j'imagine, la lutherie, il y a eu un arrêt total de la lutherie de la viole de gambe. Exactement. Donc ils ont dû reconstituer un métier. Exactement, c'est un métier passionnant parce que, on touche un peu à tout. On touche à l'iconographie, on touche donc à l'histoire de l'instrument, et aussi il y a... Alors c'est compliqué parce que la tradition des luthiers, elle a été vraiment interrompue, contrairement au violon, même si elle a été aussi un peu interrompue avec le violon, mais il y a une vraie quête de son, en fait, quand on est luthier, je pense, d'instruments anciens. Et
Mais il y a quelque chose qui me marque chez Judith, parce que je ne sais pas si vous savez, mais sur les viols de gamme, il y a des têtes. On voit d'ailleurs cette photo que j'évoquais tout à l'heure. Oui, on voit la tête monstrueuse. Et Judith m'a dit une fois, oh, j'en ai marre de tous ces gens qui me commandent des viols et qui me parlent que de la tête. Parce que elle, ce qui l'intéresse, c'est le son. Et en fait, elle cherche à faire un son. Et c'est vrai que ces viols, les viols de Judith Kraft, elles sont reconnaissables. Les viols de François Baudard, qui est un luthier en Belgique, elles sont aussi reconnaissables. Les viols de Pierre Jacquier aussi. C'est vraiment, en fait, comme quand un luthier donne naissance à une viole, il laisse un peu de lui dans l'instrument. Mais vous, ce qui vous a amené à la viole de gamme, c'est cette découverte dont on parlait. C'est à la fois le répertoire, en même temps, vous cherchez une étendue du répertoire. C'est l'instrument et le répertoire. Mais encore une fois, le répertoire, vous-même, vous allez vers des horizons qui n'étaient pas des horizons de la viole de gamme. Exactement. Mon point de départ, c'est le répertoire ancien. Et après, comme vous avez une telle passion pour l'instrument que... comme on peut jouer du Bach au piano... voilà, il y a quelque chose où je pense que la musique, le texte, le récit, il appartient un peu à tout le monde. Et je me sens pas très limitée avec la viole de gamme, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je pense que c'est des possibilités infinies d'exploration d'un temps passé qui nous parle aujourd'hui et qui a un sens aujourd'hui. Et aussi du présent avec la création contemporaine, avec... pourquoi pas des musiques actuelles, voilà. Vous parlez de récit, ce mot récit, il est important pour vous. On a l'impression que vous avez toujours besoin de raconter quelque chose. C'est ça. En tout cas, nous, vous parlez énormément avec ce disque. Je vais rappeler les noms des musiciens aux côtés desquels vous êtes, parce qu'ils sont absolument magnifiques. Emmanuel Arakelian à l'orgue et les trois gambis, on dit ça, qui vous accompagnent. Mathias Ferré, Andreas Linos et Corinna Metz, et puis Justin Taylor au clavecin. Ce disque récit qui vient de paraître pour le label Mirare. On pourra vous entendre à Nantes dans le cadre des Folles Journées avec cette thématique de la nuit. Ça aussi, vous avez des choses à raconter là-dessus. Exactement. On sera à Nantes les 1 et 2 février. 2 et 3. 1 et 2 février avec Emmanuel Arakelian et le 3 avec le consort et Justin. Et donc, on a 2 programmes, le récit avant la nuit et un autre qui s'appelle Dorveil. En tout cas, pour ceux qui n'auront pas la chance de vous écouter à Nantes, ou ceux qui auront la chance aussi de vous écouter à Nantes, il y a ce disque qui vient de paraître pour le label Mirare, Récit, Salomé Gasselin. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci Frédéric. Pour illustrer cet entretien avec la gambiste Salomé Gasselin, je vous propose de l'écouter interpréter aux côtés de l'organiste Emmanuel Arakelian, des violistes Mathias Ferré, Andreas Linos et Corinna Metz et du claveciniste Justin Taylor, des œuvres de Jacques Boivin, Henri Dumont, Marin Marais et Jean-Adam Guillain. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres contemporaines de Louis XIV et une bonne fin de soirée sur RCJ.
Thank you.